Oui, en fait, à l'heure qu'il est, on pourrait dire que la peur est en train de changer de camp. Vous le savez, depuis le début de la guerre, l'M23 ne fait que gagner du terrain en train de récupérer des villages et des villes. Et comme on le dit, la guerre se mène sur trois fronts. Ça peut être une guerre armée, telle qu'ils étaient en train de la mener. Ça peut être une guerre diplomatique, mais ça peut être une guerre politique. Sur le plan militaire, le M23 a déjà conquis plusieurs villages, plusieurs cités, plusieurs entités. Et à ce niveau-là, la RDC était déjà comme agenouillée. Mais de l'autre côté, la RDC a multiplié des contacts. Il a beaucoup accéléré sur la guerre diplomatique. Et voilà déjà que les sanctions ont commencé à fuser de partout. L'Amérique a sanctionné, les Nations Unies ont sanctionné, l'Union européenne vient de sanctionner, et finalement, le M23 se trouve coincé et ne sait plus continuer avec la guerre politique, parce qu'au niveau politique, c'est là qu'il faut aller vers les pourparlers. Or, si l'on allait au niveau de... Si on faisait la guerre politique, si on commençait les négociations, pendant qu'il n'y avait pas encore toutes ces sanctions, le M23 avait déjà les dessus. De l'autre côté, il faut considérer que le M23 était déjà pris en étau, parce que l'EAC et la SADC ont obligé le Congo et le M23 de pouvoir fusionner les deux processus. Le processus de Nairobi qui concernait les rebelles nationaux et le processus de Luanda qui concernait les deux États. Et à ce niveau-là, on avait déjà constaté que déjà au niveau de Luanda, le Rwanda s'était déjà retiré. Mais au niveau des organisations régionales de l'Afrique, on a obligé le Rwanda de revenir parce que dans tous les autres dialogues qu'on a connus, le Rwanda n'avait été jamais cité et n'a jamais été placé à la première vue de la guerre. Et lorsqu'il s'est trouvé piégé, c'est comme ça qu'il s'est retiré. Et le Congo qui était piégé pour ne dialoguer qu'avec les M23 sans le Rwanda, il a trouvé une issue à partir justement de la fusion de ces deux dialogues. Et comme pour le rouler, au lieu d'amener le M23 à Nairobi, parce que c'est là qu'il y avait le processus qui les concernerait, et on l'invite plutôt en Angola, et au lieu d'inviter Corneille Nangaa, qui estimait être le chef de file de cette rébellion, on invite un Rwandais, Bertrand Bisimwa, qui était considéré au niveau international comme le chef de file de ce mouvement. Et ça perturbe directement le M23. Et donc, à ce niveau-là, on pourrait dire que voilà pourquoi je pourrais dire que la peur est en train de changer de camp. Et à l'allure où vont les choses, les M23 ne sauraient plus continuer à appuyer sur ce qu'il demandait avant, parce que c'est lui qui demandait le dialogue direct. Aujourd'hui, il se trouve en difficulté de le faire. Voilà pourquoi nous pourrions recommander au gouvernement congolais de pouvoir appuyer sur d'autres accélérateurs, notamment la voie de la justice. Le mois passé, la Cour pénale internationale était à RDC et a annoncé qu'il pourrait amorcer des enquêtes et des poursuites judiciaires contre tous ceux qui sont en train de déstabiliser la paix en République démocratique du Congo. Et nous pensons que cette voie devra être directement exploitée pour permettre à ce que le Congo continue à prendre le dessus sur ses ennemis et que le M23 se sente déstabilisé. Et à ce niveau-là, le M23 qui est en train de s'appuyer sur les richesses de la RDC pourrait être poursuivi avec Kagame et toute sa bande pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes d'agression, crimes de génocide et beaucoup d'autres crimes qui ont été commis en République démocratique du Congo. Mais comme le Rwanda
n'a jamais ratifié les traités de Rome pour vouloir s'échapper à la CPI, déjà le procureur de la CPI a déjà annoncé qu'on pourrait créer même un tribunal spécial pour la République démocratique du Congo, un tribunal spécial qui permettrait à ce que personne ne s'échappe. Tous ceux qui auront commis des crimes dans notre pays pourraient être poursuivis et arrêtés. Alors, selon vous, y a-t-il des conséquences qui peuvent découler de cette décision? Oui, il y a des conséquences. Les conséquences directes contre le Congo, c'est que le M23 ne veut pas dialoguer, ne veut pas continuer, et à ce moment-là, il continue à maintenir les terrains qu'il a déjà conquis. C'est une perte pour la RDC. Voilà pourquoi j'ai estimé que si le gouvernement congolais appuie sur d'autres accélérateurs comme la voie de la justice, cela pourrait permettre à ceux qui les lâchent petit à petit et se sentent obligés d'abandonner parce qu'ils seront pourchassés de partout et recherchés de partout. Et pour le M23, continuer à s'aliser comme conséquence, c'est que le M23 peut être aujourd'hui considéré comme des personnes non grates à travers le monde entier. Et que donc même ceux qui étaient en train de les appuyer peuvent se retrouver devant des personnes qui ne sont pas dignes de confiance et ils seront finalement abandonnés par la communauté internationale, par ses partenaires, les multinationales qui achètent leurs minéraux, encore que déjà au niveau de l'Union européenne, il est déjà strictement interdit à tous tous ceux qui prennent leurs minéraux, toutes les multinationales, de ne plus le faire, de ne plus passer par le Rwanda, moins encore par les terroristes M23, parce que c'est considéré désormais comme le minerai de sang. Et à ce niveau-là, s'ils continuent à s'entêter, ils vont s'attirer la colère de l'humanité, du monde entier, et à ce moment-là, ils seront obligés d'abandonner les terres. Est-ce que cette décision du M23 peut influencer les sanctions? Justement, cette décision pourrait influencer encore d'autres sanctions. Vous avez suivi l'Union européenne, à partir des sénateurs européens, les députés européens et même les gouvernements européens qui étaient en train de dire que les sanctions qui ont été émises, les sanctions qui sont sorties, ce n'est qu'une première vague et qu'il y aurait d'autres personnalités qui pourraient être poursuivies. Et à ce moment-là, nous sommes en train d'attendre que justement des personnalités comme Paul Kagame soient directement sanctionnées et poursuivies par la Cour pénale internationale ou par la justice internationale pour tous ces crimes qui sont en train de commettre dans notre pays. Edgar, pour vous, que faut-il encore faire? Justement, ce qu'il faut qu'on fasse, je venais de le dire tantôt, il faut accélérer la voie de la justice. Autant de crimes qui ont été commis, il faut justement que les auteurs répondent. Les dialogues, on en a connu de par le passé. Il y a des gens qui ont commis des crimes, mais ils ont été gratifiés par des grands postes dans le gouvernement, dans l'armée, même dans l'administration publique, dans le portefeuille de l'État. Je pense que le Congo devra éviter de retomber dans cette erreur de l'histoire, mais beaucoup plus ce que nous attendons du gouvernement congolais et de ses partenaires, c'est à ce que tous ceux qui ont commis des crimes, que ce soit dans le passé comme à ce jour, doivent répondre de leurs actes. C'est de cette manière seulement que les victimes pourront se retrouver justifiées, défendues, protégées, mais aussi c'est de cette manière que le Congo pourrait encore sortir de manière élégante de cette humiliation que nous avons connue à la face du monde. Edgar, laissons-nous rapidement une source et la radio.
C'est à moi de vous remercier.